Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre cours sur le RNU en passant à un petit F sur la mixité sociale et fonctionnelle. Petit F, je rappelle, nous sommes dans l'analyse du RNU et dans ce RNU, il y a différentes sections. Ces sept sections, je les transforme en petits A, B, C, D, E, F, G qui vont nous permettre de voir les différentes nouvelles parties telles qu'elles ont été recodifiées en 2015 pour rendre plus cohérents les 78 articles du RNU. Alors, nous en étions donc au petit F, mixité sociale et fonctionnelle. Cette mixité sociale et fonctionnelle est issue de l'article L 111-24 du Code de l'urbanisme. Cet article législatif est d'ordre public, comme vous le savez, la plupart des articles législatifs. Et il rappelle les dispositions du Code de la construction et de l'habitation, poussant notamment à la mixité sociale, au développement des logements sociaux. Donc dans certaines communes qui sont listées dans un arrêté, celles qui sont en tension, eh bien il existe une obligation, attention c'est une obligation, d'avoir 30% de logements familiaux ayant une vocation sociale, c'est-à-dire des appartements assez grands pour accueillir une famille, mais qui sont qualifiés de HLM pour simplifier, en tout cas à vocation sociale, même si ça n'est pas que du HLM. Et ces 30% ne sont pas calculés sur la ville dans le cadre de la loi SRU. Non, non. Ce sont 30% de logements sociaux et familiaux dans tous les projets de construction d'immeubles de plus de 12 logements ou 800 mètres carrés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai déjà évoqué cette règle. C'est l'idée que quand un promoteur veut construire plus de 800 mètres carrés, ou 12 logements, il est obligé de mettre 30% de logements sociaux. Logements qu'il va vendre à un opérateur de logements sociaux. Et vous voyez qu'avec ces 30% dans toutes les constructions nouvelles, l'objectif, c'est bien d'atteindre les 20 ou 25% de logements sociaux dans la ville, mais non pas avec la construction de nouvelles cités, non pas avec des immeubles qui seraient uniquement à vocation sociale, non, en poussant cette fameuse mixité. Puisque en faisant ça, que se passe-t-il? On a un immeuble qui sera à 70% un immeuble à vocation de marché, à être vendu sur le marché, avec donc les différentes classes sociales selon la qualité de l'immeuble. Et puis, au milieu de cela, 30% de logements sociaux. On voit bien que l'objectif de la loi SRU se fait en ce moment dans la mixité. Donc ce petit f, il est d'ordre public, ça veut dire qu'il s'impose, même si les PLU eux-mêmes n'ont jamais prévu ça, mais aussi même si les PLU ont prévu cela de manière moins poussée. Imaginez par exemple une commune qui aurait un PLU qui imposerait 20% de logements sociaux dans tout immeuble de plus de 500 mètres carrés, de plus de 1000 mètres carrés, eh bien cette règle ne serait pas appliquée puisqu'en ayant 1000 mètres carrés, eh bien elle dépasserait les 800 mètres carrés, ce n'est pas 20% mais 30% de logements sociaux qu'il faudrait. Donc vous voyez que là encore, on a un usage particulièrement pertinent du RNU et notamment de ces dispositions d'ordre public, puisque en modifiant le RNU d'ordre public, eh bien, on impose immédiatement la règle à l'ensemble des communes, et y compris quand les PLU vont contre. Passons maintenant au petit G, dernier élément de cette analyse du RNU un petit peu longue, les définitions des campings sous toutes leurs formes. Les définitions des campings sous toutes leurs formes. Ces définitions de camping prennent un certain nombre d'articles, assez peu législatif, puisqu'il n'y a que l'article L 111-25, je rappelle, les définitions des campings sous toutes leurs formes. Et en revanche, une vingtaine d'articles réglementaires, puisque ce sont les articles R 111-31 à 50. Alors, ces articles, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils définissent toutes les différentes formes de camping selon qu'il y a de nombreuses tentes, peu de tentes, des mobilhomes ou pas de mobilhomes. Alors, on appelle ça des parcs résidentiels de loisirs, les PRL. On va appeler ça aussi l'implantation des habitations légères de loisirs, les HLL, ou l'installation des résidences mobiles de loisirs, RML. Bon. Et puis bien sûr, en camping, logiquement, les caravanes. Donc, je ne rentre pas dans ces détails de camping, j'avoue ne pas moi-même être spécialement intéressé par les campings, mais sachez qu'il y a de nombreuses dispositions, de nombreux genres de camping. On le reverra au moment des permis, puisque quand on analyse les permis,
eh bien, on verra que le permis dépendra, la déclaration dépendra de la qualité du camping, de comment on le qualifie. Voilà, quelle est sa taille et qu'est-ce qu'il contient comme type d'aménagement. Voilà. Voilà, on a fini le RNU. Il faut que nous passions à un grand B, la règle de la constructibilité limitée et ses tempéraments. Grand B, la règle de la constructibilité limitée et ses tempéraments. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle de constructibilité limitée? Je vous propose de le voir simplement dans un petit 1, la règle de la constructibilité limitée. Petit 1, la règle de la constructibilité limitée. Le but de cette règle, c'est le législateur qui craignait que, au moment où il a développé les plans locaux, eh bien, les communes ne s'emparent pas de ces plans locaux. C'est-à-dire qu'elles se contentent de gérer leur territoire sans vraiment tous les mettre. On imagine bien que les communes importantes, les plus importantes, utiliseraient les plans locaux, mais son idée au législateur, c'était que les plans locaux se développent aussi dans les communes un peu plus petites. Pour cela, il lui fallait un caractère incitatif. Et le but de cette règle de la constructibilité limitée, c'est d'être incitatif. Vous allez le comprendre, la règle est fixée à l'article L111.3 du Code de l'urbanisme. Que nous dit cet article L111.3? Il nous dit, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Je répète, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on n'a pas un PLU ou d'autres documents équivalents, eh bien c'est très simple, on ne peut construire de nouveaux bâtiments que là où c'est déjà construit. La ville, ça veut dire que la ville ne peut pas s'étendre. On ne peut construire que dans ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire dans une ville, les endroits qui ne sont pas construits. Pour le dire simplement, une ville qui n'aurait pas de PLU pourrait construire principalement dans un jardin, hein, que l'on transformerait en immeuble, mais pas tellement plus. Alors pas tellement plus, c'est là qu'est toute la difficulté de cette notion de constructibilité limitée, de cette règle de la constructibilité limitée. En réalité, il peut y avoir une très légère extension des villes. Alors d'abord, je voudrais revenir sur l'idée du plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Donc, une ville qui n'a aucun plan est soumise au RNU et à cette règle de la constructibilité limitée. Comment peut-on la contourner? Soit avec un PLU, ce qui est la règle générale, soit avec une carte communale. On le verra rapidement, la carte communale, c'est une sorte de simplification du plus, vous verrez, c'est l'application du RNU un peu plus mis en carte et légèrement développé. C'est un léger plus, un plus léger à mettre en place. Elle commence à diminuer grandement. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, les documents d'urbanisme en tenant lieu, d'accord, eh bien, on verra qu'il y en a très peu. En réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir que si une commune est dans le territoire, sur le territoire couvert par un SCOT, dont le territoire est couvert par un SCOT, eh bien, la règle de la constructibilité limitée s'applique quand même. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y aura un SCOT qu'on pourra construire et étendre la ville. Il y aura non seulement le SCOT, mais le plus. Parfois, il y aura un plus sans SCOT, et on pourra aussi étendre la ville. Ce qui compte, c'est le plus, la carte communale ou les documents en tenant lieu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette extension maintenant relative des villes que l'on a autorisées? L'idée, c'est de partir du terme de partie urbanisée de la commune. Les parties urbanisées de la commune, et bien évidemment, là où les bâtiments s'arrêtent, est-ce qu'on est encore en partie urbanisée de la commune? Est-ce qu'on peut quand même étendre légèrement la ville dans sa périphérie? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que la dernière maison est vraiment la dernière et c'est bloqué? Ou est-ce qu'on peut faire encore une maison après? Ce qui voudrait dire qu'on peut encore faire une maison après et qu'on peut légèrement étendre la ville. Eh bien, la jurisprudence a effectivement permis
une extension légère de la ville en utilisant des critères, et notamment plutôt un faisceau d'indices, c'est-à-dire un ensemble de critères qu'elle utilise, mais qui ne sont pas par eux-mêmes oui ou non. Il ne faut pas absolument remplir tous les critères. La jurisprudence sous-pèse ces critères et essaye de dire, bah oui, effectivement, là, on va considérer que c'est une partie urbanisée de la commune. Alors, le premier indice est la proximité physique des lieux des travaux, donc de l'extension, du centre-ville ou d'un ensemble de bâtiments proches. Effectivement, plus on s'éloigne du centre-ville, le centre-ville souvent dans ces petits villages couverts par rien du tout, par le seul RNU, eh bien ça va être, vous savez, le petit village français classique avec son église, son bar qui fait en même temps distre de journaux et de pain, et puis sa mairie autour. Eh bien, plus on s'éloigne de ce centre-ville-là, plus en réalité la jurisprudence va dire non, nous ne sommes plus dans la partie urbanisée de la commune. On a un exemple, un arrêt qui est assez symbolique de ça, c'est l'arrêt du 11 juillet 1988, 11 juillet 1988, ministre de l'équipement contre Bricaud, B-I-R-I-C-A-U-D, ministre de l'équipement contre Bricaud, numéro 85 210. Donc, le deuxième indice, qu'est-ce que c'est? C'est la présence de réseaux, de routes, laissant penser que l'urbanisation a vocation à s'étendre sur ce terrain. Alors, on en a un exemple avec un arrêt du Conseil d'État du 25 avril 1990, Conseil d'État, 25 avril 1990, Demoiselle Cumin, C-U-M-I-N. Demoiselle Cumin du 25 avril 1990, numéro 86 908, numéro 86 908. Alors, ces réseaux et routes ne vont pas se limiter au réseau routier, puisque évidemment la route qui sort de la ville ne peut pas être considérée sur tout son long comme une partie urbanisée de la commune, ça paraît évident. En revanche, ce qui va compter, ça va être aussi les autres réseaux. On comprend bien que l'électricité, l'arrivée de la fibre Internet ou d'un réseau Internet, d'un réseau téléphonique, va être symbolique. Parfois, eh bien, à la sortie du village, les gens qui ont fait les réseaux vont s'arrêter et puis dire bah, ça ne sert à rien de continuer le réseau, ce qui nous coûte, puisque c'est une partie qui n'est pas vouée à avoir des bâtiments. Alors, si justement, au moment où les réseaux ont été mis, ils ont été étendus, c'est bien que dans l'esprit de la commune, dans l'esprit de tout le monde, c'est vers cet endroit-là que la commune devait s'étendre. Et là, c'est ce que prend en compte la jurisprudence. Puisque le réseau a été étendu, c'est donc bien qu'on pensait qu'on voulait faire évoluer la commune dans ce sens-là. Certains réseaux sont plus importants que d'autres, on le comprend pour l'électricité qui est indispensable, le téléphone aujourd'hui, ou une forme de fibre optique, etc. En revanche, par exemple, le réseau d'égouts, hein, le réseau ou l'eau potable aussi, par exemple, qui est très importante, hein, bien évidemment, le réseau d'égouts n'est pas si important puisque, au fond, on peut avoir une fosse septique hein, qui remplace ce réseau d'assainissement et donc la jurisprudence va être moins exigeante sur la présence d'un réseau d'assainissement que sur l'eau ou l'électricité. On en a un exemple dans un arrêt du tribunal administratif, un arrêt pas très important, qui est un arrêt illustratif dans ce cours, tribunal administratif de Nice, 5 octobre 1998, monsieur Roger Ravel. Tribunal administratif de Nice, 5 octobre 1998, monsieur Roger Ravel, R-A-V-E-L, comme le compositeur. Numéro 95 257. Troisième indice, c'est la densité des terrains existants. La densité des terrains existants, c'est-à-dire plus le village lui-même a une urbanisation éparse, pour le dire de manière très claire, plus le village est fait de maisons au milieu de jardins, plus la maison qui va s'étendre va pouvoir être éloignée des autres. On va pouvoir faire une maison avec jardin, dont la maison sera à quelques dizaines de mètres des autres, en continuité. On va considérer que c'est le village qui se continue. En revanche, si on a un village très dense, avec des maisons toutes collées, et que la maison qu'on veut construire n'est pas collée aux autres, elle est précisément un peu plus loin au milieu de son jardin, eh bien le Conseil d'État va se dire, ben non, on n'est pas dans
la partie urbanisée. On ne cherche pas à étendre la partie urbanisée telle qu'elle existe. On cherche juste à construire une maison avec jardin un peu plus loin. Et ça n'est pas la partie urbanisée. Donc, dans ce cas-là, la règle de la constructibilité limitée devrait interdire cette construction. Donc, le troisième indice, c'est cette idée qu'on va regarder la situation actuelle, l'urbanisation actuelle de la commune, et regarder si la construction prévue est dans le même sens et dans le même esprit. Voilà, ça va être un des indices. Quatrième indice, c'est la notion de compartiment de terrain. Notion de compartiment de terrain. Elle n'est pas très facile, cette notion de compartiment de terrain. Alors, l'idée est que quand on voit un village, eh bien, il va être constitué en quelque sorte de parties délimitées par des routes ou des éléments naturels. Les routes, évidemment, un petit chemin ne va pas déterminer un compartiment de terrain. En revanche, une route un peu plus grande, elle va déterminer un compartiment de terrain. Et il y aura un autre compartiment qui commencera derrière la route. Autre élément qui peut déterminer un compartiment de terrain, eh bien on va avoir des éléments naturels de type un bocage, c'est-à-dire une haie d'arbres ou une haie un peu haute, un peu importante, ou alors des ruisseaux, ou même des talus, qui vont déterminer une sorte de limite géographique à la ville ou à un compartiment de terrain. Alors, pourquoi est-ce que cette notion de compartiment de terrain s'est développée? Eh bien, tout simplement parce que l'idée est que la ville est nécessairement faite dans ces ensembles-là. Alors, si on veut s'étendre, si quelqu'un veut construire dans le même compartiment de terrain que quelque chose qui a déjà été ouvert à l'urbanisation, où il y a déjà des maisons, on va dire, bah oui, au fond, la ville s'étend naturellement entre telle route et tel ruisseau, donc il y a déjà deux bâtiments, faire un troisième paraît logique. En revanche, si pour étendre la ville, il faut passer un ruisseau, passer une grande route, là on sent bien qu'on n'est plus en continuité du centre-ville. On n'est plus dans cette idée d'une partie urbanisée déjà de la commune qui va légèrement s'étendre. On sent que la commune dépasse un obstacle. Et là, ça va être pris en compte. Alors, cette notion de compartiment de terrain est utilisée dans l'arrêt que je viens de vous citer, le jugement d'ailleurs du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 1998, M. Roger Ravel, hein, mais aussi pour ce qui concerne les routes communales, dans un arrêt du Conseil d'État du 27 mai 1994, M. Michel Visine, V-I-S-I-N-E. Conseil d'État, 27 mai 1994, M. Michel Visine, V-I-S-I-N-E. Alors, malgré tout, je voudrais insister sur le fait que ce sont des indices. Le juge en la matière se retrouve face, quand le maire refuse souvent le permis à quelqu'un qui veut légèrement s'étendre, eh bien, le juge qui est saisi de cette affaire va regarder ces différents indices avec des cartes, avec des photographies. Il peut aller sur Google Earth, vérifier lui-même. Et au fond, il y a une vision assez personnelle de est-ce que c'est une extension de la ville. Alors pour le traduire juridiquement, pour faire son syllogisme juridique dans l'arrêt, il est obligé de développer ces différents indices. Mais les arrêts sont assez difficiles à lire au regard de ces indices, parce que parfois, il va en utiliser que deux, parfois trois. Et puis parfois, en fonction de la situation, parce qu'il y a un élément qui est très fort, il va mettre de côté un autre. Alors je vous disais par exemple que les routes communales, dans l'arrêt M. Michel Visine de 1994, avaient été pris en compte comme un compartiment de terrain. Eh bien, par exemple, dans un autre arrêt du 23 février 1990, un peu antérieur, Conseil d'État, 23 février 1990, Bouchacourt, B-O-U-C-H-A-C-O-U-R-D, Bouchacourde, oui, je pense qu'on dit Bouchacourt, B-O-U-C-H-A-C-O-U-R-D, Bouchacourde, voilà, numéro 79 728, eh bien, le Conseil d'État n'a pas spécialement pris en compte la route en disant que c'était dirimant en l'espèce. Donc vous voyez que les choses sont plus compliquées. Il y a même des cas
qui le sont un peu plus, un arrêt de 2017 va dans le même sens et semble même, pour certains commentateurs, peut-être même revenir sur cette idée d'un faisceau d'indices et de différents indices, alors que, à mon sens, cet arrêt ne fait que se concentrer, dans le cas d'espèce, sur une situation. Bref, cet arrêt, c'est un arrêt du 29 mars 2017, Conseil d'État, 29 mars 2017, commune de Saint-Bauzille du Putois, commune de Saint-Bauzille du Putois, Saint-Bauzille, B-A-U-Z-I-2-L-E, -2, pas du, pardon, Saint-Bauzille de Putois, B-A-U-Z-I-2-L-E, 2 P-U-T-O-I-S, numéro 393 730. Et dans cet arrêt commune de Saint-Bauzille du Putois, j'aime beaucoup ce nom, le Conseil d'État semble dire, il dit qu'il, compte tenu en particulier, mais le en particulier, vous voyez, laisse entendre qu'il a pris en compte d'autres choses, mais qu'il ne va pas s'attarder dessus dans l'arrêt, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, nanana. Donc, en l'espèce, il a l'air de ne prendre en compte que la densité des constructions et le nombre des constructions, et pas les autres indices. Vous voyez, en fait, ces indices, c'est le cumul des jurisprudences qui nous laisse entendre que ces 4 indices sont pris en compte, même si dans chaque arrêt, il ne va pas lister les 4 indices comme étant des éléments importants à regarder. Vous voyez, on voit bien que c'est pour organiser une appréciation assez factuelle au cas par cas hein, dans chaque hypothèse. Donc, ils ne sont pas en eux-mêmes suffisants, ils doivent être sous-pesés, c'est tout le défaut de la qualification par faisceau d'indices. Donc voilà, l'idée donc est que cette règle de la constructibilité limitée, eh bien, c'est construire dans les parties urbanisées de la commune avec une légère extension analysée un peu au cas par cas selon le faisceau d'indices. Passons maintenant au petit 2 sur les limites de la règle. Chose amusante, ce sont les limites de la règle de la construction limitée. Ça ne rend pas les choses très lisibles, disons plutôt les exceptions à la règle de la constructibilité limitée. Les exceptions à la règle de la constructibilité limitée. L'application stricte de la règle de la constructibilité limitée, vous voyez déjà que l'extension légère qu'on permet n'est pas une application stricte, l'application stricte conduirait à une mise à mort des petits villages. L'idée, vous n'avez pas de plan d'urbanisme, vous n'avez pas de carte communale, pas de document en tenant lieu, eh bien c'est très simple, vous allez mourir à petit feu, plus personne ne pourra vraiment venir s'étendre. Les petits villages sont parfois denses, ça veut dire que même à ces endroits-là, on ne pourra pas construire dans le petit village, ça aurait été une catastrophe. Donc la jurisprudence a assez rapidement été un peu plus souple sur ces éléments, et les textes eux-mêmes ont mis en place des exceptions. Alors, l'existence de documents d'urbanisme tenant lieu de PLU est quelque chose d'important. J'ai évoqué le fait que le SCOT ne tenait pas lieu de PLU du tout. Hein, et donc le SCOT ne revenait pas sur la règle de constructibilité limitée. Ces documents ne sont pas très nombreux. On va évidemment avoir le PLU. On va évidemment, puisque le texte le dit, avoir la carte communale dans ce texte-là, même si, en général, on ne dit pas la carte communale n'est pas un document tenant lieu de PLU. Il y a une ambiguïté. Hein. Il y a les PLU et les documents tenant lieu de PLU, et puis par ailleurs il y a les cartes communales. Pendant un moment, la jurisprudence a dit, et vous pourrez peut-être le voir dans d'anciens ouvrages ou commentaires ou articles, la jurisprudence disait que les cartes communales étaient des documents tenant lieu de PLU. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, depuis un arrêt de 2011, Conseil d'État, 13 juillet 2011, MEDDTL, c'est ministre de l'équipement, développement durable, etc., etc. Donc, c'est Conseil d'État, 13 juillet 2011, MEDTTL contre Guilleux, G-U-I, 2-L-E-U-X. MEDDTL contre Guilleux, vous pouvez mettre Guilleux, hein, ça ira, G-U-I, 2-L-E-U-X, numéro 335 066. Numéro 335 066. Donc, c'est pour ça que le texte là dit PLU ou document tenant lieu, plus les cartes communales, puisque les cartes communales ne sont plus un document tenant lieu de PLU. Alors, qu'est-ce que c'est que ces documents tenant lieu de PLU? En réalité, il n'y en a plus qu'un, c'est les plans de sauvegarde et de mise en valeur. Les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les PSVM, comme on les appelle la plupart du temps. Ces PSVM sont prévus aux articles
L et R 313-1 et suivant du Code de l'urbanisme, L 313-1 et suivant du Code de l'urbanisme, et à l'article, un code qu'on vous cite assez peu, l'article L 631-3 du Code du patrimoine. Article L 631-3 du Code du patrimoine. Alors, normalement, on ne fait plus de PSVM aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de secteurs sauvegardés, et auparavant il y avait des secteurs sauvegardés dans lesquels il y avait des plans. Aujourd'hui, il y a des sites patrimoniaux remarquables, mais les anciens PSVM existent encore. Donc, on peut trouver des PSVM qui sont les seuls documents tenant lieu de PLU. Voilà pourquoi le code y renvoie encore. Donc, petite nuance, donc c'est pour revenir sur cette règle de constructibilité limitée, c'est soit un PLU, soit un PSVM, ce qui est rare, soit une carte communale. Voilà. Et puis, surtout, parmi les limites à la limite, les limites à la règle de la constructibilité limitée, parmi les exceptions à la règle de constructibilité limitée, il va y avoir 4 exceptions listées à l'article L111-4 du Code de l'urbanisme. L111-4 du Code de l'urbanisme. Dans cet article, on va avoir donc comme exception 1. On peut quand même construire, c'est ça que ça veut dire, quand il n'y a pas de PLU, de PSM ou de carte communale, quand on fait des travaux sur des bâtiments existants ou d'anciennes exploitations agricoles. C'est-à-dire que si, un peu en dehors du village, il y a un bâtiment qui existe, la personne qui le possède veut légèrement agrandir son bâtiment, bon, on peut quand même accorder un permis de construire en dehors de l'espace urbanisé de la commune quand il y a déjà un bâtiment qui existe. L'autre nuance, c'est les anciennes exploitations agricoles. C'est-à-dire, l'idée, c'est de pouvoir éventuellement permettre à quelqu'un de reprendre une exploitation agricole, d'initier une nouvelle exploitation agricole. On peut imaginer par exemple qu'il y a eu beaucoup de départs en montagne dans les exploitations agricoles et que actuellement, par un retour à de la consommation locale, bio, etc., eh bien, un jeune couple veuille reprendre une ancienne ferme pour y faire des brebis. Cette ferme est abandonnée depuis longtemps, elle est en dehors de l'espace urbanisé de la commune, théoriquement ils ne peuvent pas la reconstruire. Eh bien si, grâce à cette exception-là de l'article L111-4, eh bien ils peuvent refaire des travaux dans cette ancienne exploitation agricole pour pouvoir la reprendre. Voilà. Deuxième exception de l'article L111-4, les installations d'équipements collectifs et d'équipements agricoles. Alors, on va avoir deux choses. Les équipements collectifs, ça peut être par exemple un gazoduc, ça peut être tout un certain nombre d'équipements servant au service public. Et puis, les équipements agricoles, là, on va avoir aussi par exemple une grange. Voilà, une grange, un équipement agricole qui est utile à tel endroit, ou un endroit où on va mettre les animaux la nuit autour des champs qu'on utilise. Voilà, ça c'est possible aussi. Pour faire ces constructions-là, évidemment, il faut des permis de construire. Et donc, si on appliquait strictement la règle de la constructibilité limitée, ces équipements ne pourraient pas se faire. Donc, grâce à cette exception, eh bien, les équipements de ce type-là peuvent avoir leur permis de construire alors qu'ils sont en dehors de l'espace urbanisé de la commune. Troisième exception, des constructions incompatibles avec le voisinage et les petites constructions. Alors, on va avoir des situations un peu diverses. Qu'est-ce qu'il y a comme construction incompatible avec le voisinage? La jurisprudence a par exemple déjà accepté qu'une discothèque puisse être construite en dehors de l'espace urbanisé de la commune, avec dans l'idée que la discothèque, c'est beaucoup de bruit, pas tellement de la discothèque elle-même, à moins qu'elle ait une piste de danse dehors, mais simplement parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent à des horaires très tardifs, ou même très matinaux, et par conséquent, eh bien, on va pouvoir construire une discothèque un peu en dehors de la commune. Voilà. Quatrième et dernière exception, les constructions dans l'intérêt de la commune. Alors, c'est une exception qui va servir les petites communes, mais dont on voit derrière l'aspect intérêt général. Dans le cas où la commune a véritablement intérêt à se développer, qu'elle n'a pas de carte communale, pas de PSVM, pas de PLU, mais qu'elle a quand même un projet qui arrive, elle peut justifier en disant mais là vraiment la commune en a besoin. Elle est en train de péricliter, etc. Alors, formellement, pour cette exception-là, il faudrait une délibération motivée,
Le conseil municipal va voter en disant oui, mais là quand même on veut. Voilà. Alors qu'est-ce que ces constructions dans l'intérêt de la commune? On peut par exemple penser à un nouveau hameau ou un nouveau lotissement. Normalement, si on fait un nouveau lotissement, vous comprenez bien que même s'il est collé au reste de la commune, il va faire une excroissance sur le côté. Alors pourquoi un lotissement peut être dans l'intérêt de la commune? Eh bien par exemple parce que la population de la commune a baissé, il y a deux couples dont les enfants ont grandi, et ce qui fait que la commune pourrait perdre son école. Le fait d'anticiper ça et d'autoriser un lotissement va par exemple se permettre à trois, quatre nouvelles familles d'arriver et donc de sauver l'école, de sauver même un petit commerce qui péricliterait si une petite série de familles était partie ou si la population vieillissait. Donc dans ce cas-là, l'intérêt de la commune sera de s'étendre un petit peu quand même, pour ne pas perdre une sorte de masse critique. Hein. J'ai l'impression d'être Jean-Pierre Pernaut dans son journal de 13 heures quand je vous raconte tout ça. Mais n'empêche que ça peut effectivement sauver la vie du village que de faire une opération, quelques constructions. Voilà, donc la délibération motivée, et on peut le faire. Vous voyez qu'avec ces quatre exceptions, que malgré tout, elles permettent de ne pas bloquer le développement d'une commune alors qu'on a mis la règle de la constructibilité limitée. C'est plutôt un bon équilibre. C'est-à-dire que ça a effectivement au départ poussé les collectivités, les petites communes à prendre au moins des cartes communales, parfois des PLU, même si aujourd'hui c'est un peu moins utile. Alors, on y reviendra, mais pourquoi est-ce que c'est un peu moins utile? Ces petites communes, en ce moment, se regroupent, sont un peu contraintes par l'État, par le préfet, de se regrouper en communautés de communes. Or, ces communautés de communes vont parfois jusqu'à regrouper 200 petits villages, par exemple d'une même vallée. On a ça en Haute-Garonne. Vous savez qu'on a une toute petite partie des Pyrénées en Haute-Garonne tout en bas. Eh bien, il y a une communauté de communes de 200 petites communes qui a été faite. Ben, cette communauté de communes, l'un de ses intérêts, ça va être de faire un grand PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. C'est-à-dire que comme la communauté de communes a plus de moyens, elle va pouvoir mettre en place ce grand PLUI pour l'ensemble des 200 communes. Comme il y aura un PLUI, la règle de la constructibilité limitée ne va évidemment plus s'appliquer. Donc on a beaucoup de cas dans lesquels les villes un tout petit peu plus grosses qu'avec les cartes communales eh bien, vont parfois passer en PLU ou en PLUI quand elles sont intégrées dans un EPCI, et où en fait les cas résiduels où seul le RNU va s'appliquer ne vont pas être si nombreux que ça. N'empêche que, vous voyez que cette règle avait à l'époque une importance et qu'elle est encore appliquée aujourd'hui. Alors justement, je viens de vous parler des cartes communales, je vous propose de passer à un petit 3, les cartes communales. Petit 3, les cartes communales. Petit 3, les cartes communales. Au départ, la carte communale est créée dès la décentralisation, en 1983. En 1983, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle les MARNU. M-A-R-N-U. Vous reconnaissez le RNU. Et effectivement, que veut dire MARNU? Ça veut dire mesure d'application du RNU. Il ne s'agit pas véritablement d'une politique communale. Qu'est-ce que c'était que le MARNU? C'était dire, pour ne pas rien avoir et à chaque fois qu'on a une demande, ne pas savoir où on va prendre une carte de notre commune. Hein, allez, à 83, il n'y a pas encore de Google Earth, etc. On va prendre une carte de notre commune, et puis sur cette carte précise, on va essayer d'appliquer le RNU. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les règles dont vous avez parlé, les 3 mètres de distance par exemple, entre les séparations entre les différents bâtiments et même entre les séparations de terrain, quand on construit un bâtiment, toutes ces règles-là, eh bien je vais les cartographier et les rappeler dans un document à côté de cette carte qui s'applique spécialement. Donc je vais prendre chacun de mes terrains et préciser, là le RNU va faire ça, le RNU impose ça, le RNU impose ça. On a une sorte de degré zéro du PLU, une sorte de PLU léger, hein, un PLU light, même si cette expression c'est pour mieux comprendre et pas à mettre dans les copies, un PLU appliqué concrètement, un RNU pardon, appliqué concrètement. La loi SRU se dit que cette simple application est un peu limitée. Et la loi RNU se dit, SRU, pardon, se dit, donc loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain de 2000, se dit, il faudrait aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire en faire
une première étape d'une politique de la ville. C'est-à-dire qu'au moins dans un document simplifié comme cela, la commune puisse se projeter un petit peu plus que dans la simple application de RNU. Et c'est comme ça que la loi SRU va créer les cartes communales. Qu'est-ce que c'est que cette carte communale? Aujourd'hui, elles sont aux articles L161 à 10, L163 10, L160-1 à L163-10, L160-1 à L163-10 et R161.1 à R163-9. Un peu laborieux, mais il y a un élément carte communale dans le code, c'est pas très difficile à retrouver. Alors, selon les données ministérielles, il existait en 2016, en gros, 6300 cartes communales. 6370 pour être précis, cartes communales. Mais sur ces 6370 cartes communales, qui représenteraient donc logiquement 6370 communes, eh bien, seulement 2,42 millions d'habitants sont couverts. On voit bien qu'on ne va couvrir que des petits villages. Beaucoup de villages pour très peu d'habitants. Aujourd'hui, ces cartes communales ont encore diminué. Hein. Je n'ai pas les tout derniers chiffres, mais on sait qu'elles ont assez drastiquement diminué. Elles doivent se situées autour de 5000 cartes communales aujourd'hui. Alors, ces cartes communales ont plusieurs objectifs. Elles doivent d'abord délimiter des secteurs où les constructions sont autorisées et des secteurs où les constructions ne sont pas admises. Donc on va avoir une délimitation sur la carte, non pas en application du faisceau d'indices dont je vous parlais tout à l'heure, mais en disant, voilà, on va à une politique communale où on sait qu'on va se développer par là, mais pas par là. Donc ça simplifie, il y a moins de contentieux à venir sur l'idée est-ce qu'on est dans un espace urbanisé. Non, ça permet de revenir sur la constructibilité limitée, alors que cette carte n'est pas très difficile à mettre en place. Les cartes communales peuvent donc clairement classer des terrains en inconstructibles. Ce qui peut être pas mal d'ailleurs quand on veut insister sur le fait que certains terrains sont en zone de plan de protection contre les risques. D'accord ? Alors, ces terrains en zone inconstructible, en créant une zone inconstructible sur la carte communale, le Conseil d'État l'a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans un arrêt du 15 avril 2016, Conseil d'État, 15 avril 2016, SCI SM. SCI, Société Civile Immobilière, SM. Numéro 390-113. Numéro 390-113. Alors, la carte communale est constituée, la carte communale, pardon. La carte communale est constituée de documents graphiques aussi, hein, on va vraiment avoir une carte, et ces documents graphiques sont opposables au tiers. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande un permis, que sur la carte elle-même il est marqué que c'est en zone inconstructible, eh bien on peut lui opposer au demandeur du permis, regardez la carte communale, elle nous dit que c'est en zone inconstructible. C'est ce que nous précise le code lui-même à l'article R162.2. R162.2. Lorsque il y avait d'autres éventuelles contraintes, eh bien, les servitudes imposées par la carte communale sont les seules applicables un an après l'approbation. Voilà, il faut savoir, c'est une limite pour ne pas conserver d'anciennes règles. Alors concrètement, les cartes communales sont très souvent réalisées avec une aide matérielle extrêmement importante des services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire que la déconcentration de l'État dans le département, hein, tous ces services vont aider les communes à mettre en place ces cartes communales. L'État va mettre gratuitement à disposition des communes ou même des EPCI, lorsque c'est des PLU, ces services, c'est prévu par l'article L132-5, ce qui n'est pas sans poser d'ailleurs, à mon avis, un problème de droit des marchés publics, puisqu'en fait ça veut dire que gratuitement il y a un service de la part de l'État. Le fait qu'il soit gratuit aide les choses, vous verrez ça au second semestre. La procédure. Alors, quelle procédure pour mettre en place une carte communale? La procédure, c'est qu'il y a une initiative communale ou intercommunale. C'est rare, l'intercommunalité, c'est peu adapté pour une carte communale. C'est pas à l'intercommunalité de faire une carte communale normalement, vous le comprenez. Bref, on va partir du principe que c'est une initiative par principe communale. D'accord
la commune qui veut mettre en place une carte communale bénéficie du porté à connaissance du préfet. C'est important parce que le préfet va fournir tous les documents utiles. S'il y a un SCOT, il va fournir le SCOT. Et puis surtout, il va pouvoir fournir tous les documents qui sont les autres servitudes, non pas les servitudes d'urbanisme, mais les autres servitudes d'utilité publique. D'autres plans, type les plans de prévention des risques, ou des plans de type environnementaux, nombreux, tout cela va être mis à disposition de la commune. Et effectivement, quand ces plans peuvent influencer la carte communale, eh bien la carte communale va pouvoir les traduire assez facilement. Les cartes communales, j'ai évoqué ça la dernière fois, vont subir une évaluation environnementale. Dans quel cas? Quand elle peut avoir une influence sur l'environnement. Là encore, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, effectivement, la plupart du temps, même lorsque le village n'est pas très grand, on va assez rapidement considérer que la carte communale qu'on va mettre en place, qui va autoriser éventuellement une extension de la ville, c'est souvent pour ça qu'on la met en place, eh bien cette carte communale va avoir une influence sur l'environnement, on va devoir évaluer cette influence sur l'environnement, et donc, eh bien, il va y avoir une évaluation environnementale. Alors quels sont les effets? Pourquoi est-ce que les communes peuvent vouloir mettre en place une carte communale? Eh bien, tout simplement parce que, d'abord, ça va contraindre les autorisations d'urbanisme. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de clair pour contraindre les autorisations d'urbanisme à un nombre de règles connues. D'accord? Ensuite, la mise en place d'une carte communale va permettre d'ouvrir des zones à l'urbanisation avec une application du RNU, pas trop, mise concrètement sur le terrain, plus des règles spécifiques au-dessus. On va revenir notamment sur cette idée d'urbanisation limitée. Le maire, ensuite, devient compétent pour donner les permis, et non plus l'État. Donc il y a aussi une question d'autonomie de la petite commune par rapport à l'État. C'est parfois un élément central, c'est-à-dire que quand l'État dit non, non, vous ne construisez pas parce qu'on applique la règle de la constructibilité limitée, la commune est assez poussée de dire bon, on va arrêter de s'embêter avec la préfecture, etc. On va prendre une carte communale, et puis comme ça, on pourra s'étendre là où la préfecture nous le refuse, premier point, et puis d'autre part, c'est moi, maire, qui déciderai, ce sera tout aussi bien. Ensuite, eh bien, il y a la possibilité de mettre en place un droit de préemption urbain. Hein, vous connaissez les droits de préemption, c'est quand il y a une vente, eh bien, la mairie en est informée, et la mairie peut décider d'acheter à la place de l'acheteur prévu dans le contrat de vente. L'intérêt pour la commune, c'est de faire des réserves ou de pouvoir utiliser des biens pour des services publics. Donc ce droit de préemption urbain est un pouvoir donné aux maires pour maîtriser le foncier de leur ville. Et bien là, voilà, la mise en place d'une carte communale permet de mettre en place ce droit de préemption urbain. Ceux qui sont en notarial vont être spécialement intéressés par le droit de préemption urbain. Est-ce que, donc, quelques mots sur l'avenir des cartes communales? Il est un peu incertain. D'abord, je l'ai évoqué avec vous, du fait de l'intercommunalisation du droit de l'urbanisme. Il est évident que lorsqu'on a de plus en plus d'intercommunalités, elles vont prendre des PLU et que donc les cartes communales ne vont plus être la priorité. Ensuite, l'augmentation de la taille des intercommunalités qui absorbent des toutes petites communes va faire que de plus en plus, il y aura de moins en moins plutôt de petites communes qui auront besoin d'une carte communale puisqu'elles seront sous une grande intercommunalité qui aura, elle, un PLU utile. Pour ce qui est des fusions actuelles de communes, il y a des fusions aussi de communes qui se mettent ensemble, il faut savoir que les cartes communales restent en vigueur pendant un temps, le temps que, quand une intercommunalité refait tout son droit de l'urbanisme, eh bien, ce droit de l'urbanisme puisse quand même s'appliquer. Donc la carte communale reste en vigueur pendant un temps. Vous pouvez voir ça aux articles L 163.1 et 2 du Code de l'urbanisme. Le chiffre actuel d'environ 5000 cartes communales est voué à diminuer encore, puisque on a véritablement un mouvement dans ce sens-là. Il est vraisemblable qu'on tombe à 3000 cartes communales en France, et je ne sais pas ce qu'on en fera. Peut-être qu'au fond, c'est un outil assez simple qui pourra perdurer dans certaines hypothèses réduites. Voilà.
Je voudrais maintenant qu'on passe à un paragraphe 2, les lois montagne et littoral. Les lois montagne et littoral.